Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, heureux, chouette. Des mots que l'on n'entend plus guère aujourd'hui dans les conversations. Ils semblent démodés alors qu'ils n'ont jamais été à la mode. Comme le petit Nicolas qui, grâce à vous, grandit un peu plus encore, mais à l'écran et sur le papier. Bonjour Anne Goscinny. Bonjour Jacques. Alors, il y a des tas de choses avec vous. Il y a vos livres, on en parlera. Il y a le petit Nicolas avec le film qui sort le 12 octobre et puis un livre, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Il y a un magnifique livre d'Aimar de Châtenay qui raconte la grande histoire du petit Nicolas. Et puis il y a vous. Et on va bien sûr parler de vous à travers des dates clés, comme tous les jours dans les clés d'une vie. Alors, la première que j'ai trouvée, c'est le 25 septembre 1955. C'est la première planche du petit Nicolas en BD. Vous êtes très informé. Ah ouais. Effectivement, le petit Nicolas a d'abord existé sous forme de bande dessinée avec un succès assez relatif. Et très vite, mon père et Sampé ont décidé d'en faire des nouvelles. Voilà, alors on va raconter ça. Il faut savoir que Sampé et Goscinny, c'était plus que deux amis. Et on va en commencer par écouter leur voix. En fait, Nicolas est le prototype, mais en fait, c'est un groupe d'enfants, surtout un groupe d'enfants. Sampé avait commencé à faire des dessins humoristiques dans lesquels il y avait un petit garçon qu'il a nommé Nicolas. Et ben voilà, les débuts. Alors, il faut savoir que la première planche, c'est une planche qui fait du bruit dans tous les sens du terme, puisqu'il a un tambour. Oui, absolument. Et on imagine ce personnage et les voisins, c'est une situation de la vie quotidienne. Oui, mais en fait, on vient de résumer le petit Nicolas. Le petit Nicolas, c'est la vie quotidienne, c'est une vie normale, c'est un enfant normal, c'est une enfance normale. Alors, il faut savoir qu'au départ, le journal qui publie le petit Nicolas, Anne Goscinny, c'est le Moustique. Les Belges connaissent bien, puisque c'est un journal qui a été créé en 1924, qui était très lié à Spirou pendant des années, puisque c'était le même éditeur. Et il y a une bande dessinée aussi qui est devenue très célèbre, c'est César et Ernestine de Maurice Tilleux qui paraissait dans le Moustique juste avant le petit Nicolas. Vous êtes toujours très informé, Jacques. Alors, le petit Nicolas, au départ, il faut savoir que Jean-Jacques Sampé met un petit garçon dans une case de dessin un jour par hasard, Anne Goscinny. Oui, Jean-Jacques avait du mal à se faire entendre. Il avait envie de faire ce métier de dessin de presse, de dessin d'humour, voilà. Et puis un jour, il rencontre mon père et il dit, il a cette très jolie phrase. Il dit: René Goscinny était mon premier ami parisien, autant dire mon premier ami. Voilà. Oui, il était de Bordeaux, je crois. Absolument. Et donc, le Moustique remarque cette planche, ce gag, et dit il faut faire un petit personnage, un dessin d'enfant, des gags au départ. Oui, au départ des gags, et puis après c'est devenu les nouvelles que vous connaissez. Et là, Sampé tout de suite a pensé à mon père, s'est adressé à lui en disant toi qui manies la plume comme personne, tu vas bien lui écrire des histoires à notre petit bonhomme. Voilà, ce petit bonhomme s'appelle Nicolas parce que je crois qu'un jour il passe devant un autobus. Oui. Il y a une pub, je crois. Oui, alors ça, moi j'adore cette histoire. Effectivement, Jean-Jacques voit passer un autobus pour le caviste bien connu. Oui. Et à l'idée de nommer ce petit garçon Nicolas. Et moi, ça me fait marrer parce que je me dis quand même, ce petit garçon, cet enfant-là, porte le prénom d'un caviste. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce serait encore possible? Oh non, je crois pas. Je crois pas non plus. Il faut savoir que Louis-Nicolas a vraiment existé. Il est né en 1822 et il a lancé la vente de la livraison en bouteille aux particuliers. Et il a multiplié les ouvertures de boutiques. Il y en a eu 45 en 1900 et 138 en 1919. C'est quand même pas mal. Ça, c'est des chiffres que j'avais jamais entendus. Alors, il se trouve que René Goscinny, lui, travaille aussi pour le Moustique, mais on ne sait pas, Anne Goscinny, qu'il écrit des feuilletons et puis des textes pour les femmes de Moustique. Alors, il a beaucoup écrit. Les textes en question, pour les femmes notamment, moi je les situe dans Bonne Soirée, oui, où il faisait la rubrique du bien vivre, enfin je sais plus. Oui, ce qui est aujourd'hui le journaux féminin. Voilà, journaux féminins, et d'ailleurs qui était illustré par Albert Uderzo. Oui. Et un jour, ils se sont fait virer parce que ça s'appelait Bonne Soirée, parce que il répondait au courrier des lecteurs et il y a une dame qui dit voilà, je reçois la semaine prochaine à dîner un archevêque, un ministre, un diplomate, enfin elle égrène, elle fait du name dropping comme ça. Comment dois-je les placer? Et mon père, qui en avait ras-le-bol de cette rubrique de Bonne Soirée, a répondu: le cul sur une chaise. Oh là, oui, ça... Brillamment illustré par Uderzo, ils se sont fait virer tous les deux. Voilà. Alors, il fait aussi des... Mais il était très fier de cette histoire. Hein. Je la divulgue pas. Enfin, je divulgue pas une histoire de famille. Il en était très fier. Je comprends, et il a eu bien raison. Alors, il écrit aussi dans des feuilletons policiers dans le Moustique. Oui. C'est étonnant. Et là, je crois qu'il signait pas du tout René Goscinny. Il a eu plein de pseudonymes. Je crois que là, il signait René Macaire.
Parce qu'à l'époque, on travaillait pour plusieurs journaux avec des pseudos. Oui, oui, mais en fait, c'était un homme, quand on sait qu'il est mort à 51 ans, qui a travaillé toute sa vie sans relâche. Parfois, je me regarde et je me dis que c'est un miracle qu'il ait pris le temps de faire un enfant. Oui. Et alors, il y a aussi des dessins de couverture, car on ne le sait pas assez, mais depuis ces jeunes années, René Goscinny dessinait dans les cahiers d'écoliers, Anne Goscinny. Mieux que ça, il est d'abord dessinateur. C'était un excellent dessinateur. Et effectivement, quand il était petit en Argentine, il recopiait Walt Disney, il recopiait Blanche-Neige. Enfin, moi, j'ai la chance de posséder toutes ces archives. Et puis un jour, il a rencontré notamment Maurice, et il s'est rendu compte que là, le talent de Maurice confinait au génie, et que lui était bien meilleur dans l'écriture. Et Maurice a eu l'intelligence aussi de comprendre que mon père était bien meilleur scénariste qu'il l'était lui. Et voilà, l'association entre les deux a commencé comme ça. Oui, et d'ailleurs, il y avait un gag permanent, c'est-à-dire que je crois que Maurice détestait les jeux de mots et les calembours. Ah oui, alors ça c'est génial. Maurice détestait les calembours, et mon père, dès qu'il lui envoyait un scénario, alors c'est une époque que les moins de 20 ans, etc., on envoyait les choses par la poste, il n'y avait pas de mail, pas de fax, et mon père glissait un calembour dans tous ces scénarios de Lucky Luke que Maurice traquait avec une pince à épiler, exfiltrer le calembour et dessiner son épisode de Lucky Luke. Et un jour, mon père a fait cette blague que je suis sûre vous apprécieriez beaucoup, Jacques. Il n'a pas mis de calembour. Et Maurice est devenu fou. Il a cherché le calembour qui n'existait pas. Il est devenu fou. Il a fini par appeler mon père en lui disant « Mais où il est ? Dis-moi, dis-moi ». Et mon père s'est marré, quoi. C'est génial. Mais ça, c'était le génie de la farce. C'est très Pierre Dac, quand même. Maintenant que je le raconte, c'est très Pierre Dac. Oui, tout à fait. Et Francis Blanche. Et ils avaient le même esprit. Il se trouve aussi que la rencontre entre Sampé et Goscinny se fait à la WordPress. Moi, j'ai connu Georges Froidfontaine, qui était un monsieur qui a fait en Belgique et en France, il a été le premier agent de bande dessinée en France. Oui, oui, absolument. C'est quelqu'un qui a énormément compté, et dans l'histoire de la bande dessinée, et pour mon père, et beaucoup, beaucoup d'autres. Oui, car je crois que votre père, René Goscinny, arrive chez lui un jour de 52, il est engagé pour quelques petites choses, et il lui présente Sampé. Il lui présente Sampé, et je me demande même si c'est pas lui qui présente Albert Uderzo. Enfin, oui. Mon père, il lui dit d'aller livrer des planches à Bobigny chez un certain Albert Uderzo, et ils se rencontrent comme ça. Oui. Il y avait aussi, quel miracle. Il y avait aussi Jean-Michel Charlier, absolument, qui a créé Bug Danny. Alors les déjeuners avec Jean-Michel Charlier, qui était un gros personnage, oui. Il mettait la cravate dans la poche, là, il fermait la veste, il mettait une sorte de nappe, et bien il arrivait quand même à se tâcher pendant le déjeuner. J'ai des photos de ça, oui. C'est extraordinaire. Alors, il se trouve que Goscinny, donc, au départ, il a travaillé à New York. Et l'esprit américain était très important pour lui, Anne Goscinny. Oui, mon père était très ami avec Harvey Kurtzman, notamment John Séverin, etc. L'équipe de Mad Magazine. Et en regardant Mad Magazine être créé et en y participant d'une certaine façon, il aura l'idée plus tard de créer le journal Pilote, qui est sans être une réplique ou un calque de Mad Magazine, s'en inspire vraiment. Et d'ailleurs, il a écrit des histoires et dessiné des histoires, René Goscinny, pour le journal de Kurtzman. C'était un petit cow-boy, je crois, Walter Pistol. Ah, vous m'apprenez des choses. Voilà. Et c'était un petit cow-boy avec un Indien, et c'est paru aux États-Unis pendant quelques semaines. D'accord. Et ça, je l'ai vu dans le livre d'Aimar du Châtenay, voyez. Ah oui, voilà, qu'il va falloir que je lise ce livre. Je pense. Alors, mais surtout, il y a un humour anglo-saxon que vraiment René Goscinny va découvrir aux États-Unis et qui va l'influencer. Va découvrir, et en même temps, mon père ayant été élevé en Argentine, aujourd'hui, on dit que peut-être il est le plus gaulois des créateurs, mais c'est un homme qui n'a pas une goutte de sang français en lui, et finalement qui a une enfance, une adolescence et une jeunesse très très éloignées de la France. Et qui mieux que lui a parlé de la France? Exactement. Et il avait une autre idole, et on le sait peu, c'est Ephraim Kishon, qui était un journaliste israélien Petit humoriste. four et pièces montées. Et qui a écrit aussi, je crois, les trompettes de Jéricho sonnent toujours deux fois. Oui, oui, oui. Et Ephraim Kishon était un grand ami de mon père et de ma mère, d'ailleurs. Oui, c'était un journaliste israélien. Un humoriste. Un humoriste qui était contre le pouvoir, mais il en profitait, et ça a bien marché. C'est aussi l'esprit Goscinny. Il était très drôle. Je l'ai bien connu. Alors, l'esprit Goscinny aussi, finalement, il découvre très vite qu'avec Sampé, ils ont la même forme d'humour, Goscinny et Sampé. Oui, ils ont la même forme d'humour, ils se comprennent, ils se répondent, oserais-je dire, ils s'épousent. Oui, mais ils sont aussi timides l'un que l'autre. Oui,
Et c'est vrai que quand deux créateurs deviennent amis, ils font ensemble un personnage de papier et celui-ci est particulièrement réussi. Et effectivement, le trait de l'un répond à la plume de l'autre. Et le trait de Sampé, si on l'analyse, est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Absolument. Alors il faut savoir donc, lorsqu'on demande à Sampé de faire une BD il déteste la BD sur le petit Nicolas, et c'est là où il appelle votre père René Goscinny. Il déteste la BD et il la déteste pour des raisons intimes, j'imagine, mais pour des raisons presque amicales. Il trouve que la bande dessinée a dévoyé mon père de son vrai métier qui aurait dû être écrivain. Or, on est écrivain quand on fait de la bande dessinée, et il y a eu une espèce de ressentiment éternel de Jean-Jacques Sampé à l'encontre de la bande dessinée. Il trouvait que mon père avait été dévoyé par la bande dessinée. Oui, mais en même temps, il a petit à petit changé d'avis, non? Oui, bien sûr qu'il a changé d'avis. Mais c'est vrai que j'imagine que quand on a un ami à ce point-là, on est un peu exclusif. Voilà. En tout cas, Sampé Goscinny, c'est effectivement unique et on va continuer à en parler avec une autre date, le 29 mars 1959. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Goscinny. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Goscinny. Nous allons parler aujourd'hui du petit Nicolas. Alors il y a le film qui sort le 12 octobre, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il y a le roman du film avec le scénario que vous avez écrit, et il y a la grande histoire du petit Nicolas chez Imave Éditions, les archives inédites de Goscinny et Sampé par Aymar du Châtenay. C'est quand même un gros programme, et effectivement quand on pense au petit Nicolas, il y a une date très importante, c'est le 29 mars 1959, quand Sud-Ouest publie L'œuf de Pâques. Oui, qui est la première nouvelle telle qu'on connaît le petit Nicolas, qui va paraître effectivement dans Sud-Ouest. C'est L'œuf de Pâques. Voilà, Sud-Ouest dimanche, parce qu'à l'époque, seuls les journaux de province avaient des éditions du dimanche. Absolument. Et il y a quelqu'un qui est pour beaucoup dans la création du petit Nicolas. Voici sa voix. On ne voit pas l'époque se développer. C'est comme on ne voit pas ses enfants grandir. Henri Amouroux. Oui. Henri Amouroux, personnage incroyable, qui a écrit des livres sur la guerre 39-45, à tel point que dans ses archives, il y a, je crois, 100 mètres d'archives de tout ce qu'il a pu trouver comme témoignage. Et je pense même que c'est la femme d'Henri Amouroux qui suggère à son mari de donner plus de place encore à mon père et Sampé, parce qu'elle est fan absolue du petit Nicolas. Alors il faut savoir que Sampé travaille à l'époque, fait des dessins pour Sud-Ouest Dimanche. Oui, des dessins de presse. Et quand on lui demande de faire une histoire pour Pâques, à qui il appelle? Et il appelle son copain. Voilà. Son copain qui est magicien des mots. Voilà. Et donc il décide de faire un numéro de Pâques avec une histoire, L'œuf de Pâques. Et c'est des retrouvailles, parce que finalement, la première BD, ça a duré 28 semaines. Oui, et là, ils sont partis pour 5 ans. C'est-à-dire qu'ils vont produire le petit Nicolas de 59 à 64 et ils vont s'arrêter en 64. Voilà. Il se trouve que la première histoire a énormément de succès. C'est-à-dire qu'il y a un courrier immense qui arrive dans la semaine, je crois, à Sud-Ouest Dimanche. Oui, ça a beaucoup de succès et donc ça incite à continuer. Et puis après, ça va être publié en album chez De Noël et avec le succès qu'on sait aujourd'hui. Et on découvre un René Goscinny qu'on ne connaissait pas, Anne Goscinny, le conteur. Effectivement. Et moi, je dois dire, pour tout vous dire, que c'est peut-être cet aspect-là de lui qui me touche le plus. La bande dessinée me touche aussi, bien sûr, beaucoup. Astérix, Lucky Luke, Is No Good. Mais quand on écrit une bande dessinée, on écrit dans des bulles qui sont enfermées dans des cases. Avec le petit Nicolas, il peut donner toute la mesure de son talent d'écrivain. Et pour des raisons encore plus intimes, ça me touche doublement, puisque j'ai l'impression qu'avec ce personnage, il me raconte l'enfance qu'il n'a pas eu le temps de me raconter. Mais plus intime encore, une confidence. En ce 26 septembre, ma mère aurait 80 ans aujourd'hui. Ma mère tombe amoureuse de mon père grâce au petit Nicolas. Oui, car je crois que sur un bateau, il lui offre un petit Nicolas. C'est ça, ils se rencontrent en faisant une croisière. Ma mère était beaucoup plus jeune que lui, absolument ravissante. Il la regarde pendant toute la traversée. Il essaye d'attirer son attention en salant et poivrant des fleurs tous les jours à table pendant le déjeuner et le dîner. Effectivement, à la fin de la croisière, elle se dit, ce type est un peu étrange, mais elle lui adresse toujours pas la parole. Et finalement, il arrive vers elle, il lui offre un petit Nicolas, et là elle se dit, mais ce type est génial, je crois que je vais le rappeler. Oui, et en plus elle a dit à des amis, c'est René Goscinny, elle ne savait pas qui c'était. Non, elle connaissait pas Astérix, elle savait pas qui c'était, et ses copains, elle était niçoise, et ses copains niçois lui disent, bon, enfin tu connais pas Astérix, mais ce type est un génie. Et elle lit le petit Nicolas, et sur la seule foi du petit Nicolas, elle dit, effectivement, ce type est un génie. Et voilà, et c'était votre mère et votre père. Alors, Sampé et Goscinny, en fait, le premier petit Nicolas, ils ont été virés de la World Press, parce que je crois que Goscinny avait pris
pris la tête d'un syndicat pour défendre les scénaristes, Anne Goscinny. Oui. Ils ont été virés et tout le monde est parti par solidarité avec mon père, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'avant que mon père n'intervienne, le nom du scénariste ne figurait pas sur la couverture de l'album. Et d'ailleurs, quand mon père commence Lucky Luke avec Maurice, son nom n'existe qu'en page de titre. Oui, c'est Des rails sur la prairie, je Absolument. crois. Et même dans le journal de Spirou qui paraît chaque semaine, il y a les planches par Maurice. Oui. Le nom du scénariste ne figure pas et mon père change cette règle qui n'est pas une loi, qui est une règle, qui est un usage. Qui est un usage. Alors il se trouve qu'il a signé plusieurs séries. D'abord, les premiers Petits Nicolas, c'était signé à Goscinny. Oui, je pense que Dupuis préférait un nom à consonance italienne plutôt qu'un nom à consonance juive polonaise. Voilà, c'est autre chose. Et puis ensuite, il y a eu d'autres pseudonymes, mais surtout, le premier Petit Nicolas, l'œuf de Pâques, c'est signé sans P, et il y a en dessous, à la fin, en tout petit, PCC René Goscinny. Oui, pour copie conforme. Oui, c'est drôle, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est fou, il n'osait même pas signer cet œuf de Pâques. Oui, après il s'est détendu sur la question. Oui, après, dès le deuxième, ça marchait beaucoup mieux. Alors, il faut savoir à l'époque que René Goscinny, une époque qu'on a un peu oubliée, n'a pas encore fait Astérix, et tous les mois, il part en Belgique, à Bruxelles, avec sa mère, en voiture plutôt qu'en train, je crois, et il descend dans un hôtel où tous les dessinateurs viennent le voir et il donne les planches qu'il a écrit, les scénarios qu'il a écrits pendant un mois, Anne Goscinny. Écoutez, je sais, pour l'avoir vécu, je suis née en 68, donc un peu plus tard, qu'il n'a quitté sa mère que pour la mienne. Voilà. Il aura vécu avec sa mère et avec la mienne. Il n'a jamais vécu seul. Et quand il a commencé à vivre avec ma mère à moi, sa mère à lui expliquait à ma mère à moi qu'elle ne savait pas s'occuper de lui. Voilà. Et qu'elle allait donc lui apprendre à faire la cuisine pour le nourrir convenablement. C'est une histoire de famille incroyable. Ah oui. Et puis ma grand-mère vivait 4 étages en dessous de chez nous. Enfin, elle n'est jamais partie très loin. Alors, les séries que Goscinny a fait pour le journal Tintin, parce que Raymond Leblanc l'éditeur de Tintin, a été un des premiers à croire en René Goscinny. Je ne sais pas si vous le savez. Il me l'a un jour expliqué. Il me dit, ce type a du génie. Et un jour, Goscinny est venu avec Uderzo et ils ont essayé de faire une histoire ensemble. Parce que Raymond Leblanc y croyait. Heureusement qu'il y a eu des Raymond Leblanc qui ont jalonné le parcours de mon père. Alors, il y avait des séries qui s'appelaient Strapontin. Oui. Il y avait Spaghetti, qui était délirant aussi, avec Attanasio. Ouais. Et il y a Papa, parce que Papa est un chef-d'œuvre. Papa est un chef-d'œuvre. Alors, un peu méconnu quand même, c'est vraiment l'ancêtre d'Astérix, et si on décortique Papa, on y trouve déjà tout ce qui fera le succès d'Astérix, c'est-à-dire l'alliance du petit et du gros, Papa le sauvage et Hubert de la pâte feuilletée. Quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler ce calembour qui, je sais, vous réjouit à chaque fois, mais Hubert de la pâte feuilletée, quand il est fatigué, il dit qu'il est brisé. Ouais, ça, je dois dire, moi, ça fait ma joie. Le jour où j'ai compris ce calembour, mon père était mort hélas depuis très longtemps. J'espère que de là où il est, il m'entendait rire. Et je crois que l'un des calembours préférés de votre père, c'était Jean-Yann, qui l'avait sorti un jour avec Tito Topin. C'était dans une BD qui s'appelait La langouste ne passera pas. Et il y avait donc un chef de gare d'un train et le passager qui disaient, est-ce qu'on est loin de Vannes? Et le chef de gare disait il y a 6 gares de là à Vannes. C'est le genre... Oui, bah oui. Voilà. Je suis la fille de l'homme qui a aimé ce calembour. Et vous pouvez en être fier. Alors, il faut savoir que Papa, il y a eu 5 histoires et ça s'est arrêté parce qu'ils ont été derniers au référendum. Vous savez l'histoire? Ah non, ça je savais pas. Il se trouve, il y a un référendum Tintin chaque année et ils sont derniers au référendum. Et fou de rage, René Goscinny a dit on abandonne Papa. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a eu tricherie. C'est-à-dire Dino Attanasio, qui dessinait Spaghetti, a acheté dans son quartier tous les numéros de Tintin et a répondu au référendum. On le sait parce que d'autres ont essayé d'acheter les numéros et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé premier et René Goscinny et Albert Uderzo dernier. Et est-ce que mon père l'a su? Je ne sais pas s'il l'a su, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'il est parti. Il a arrêté Papa et qu'Astérix est né ensuite. On peut remercier la vie, alors. Exactement. Alors, ce qui se trouve que le travail que représente le Petit Nicolas est incroyable, parce qu'une histoire par semaine, il faut quand même le faire, Anne Goscinny. Oui, c'est colossal. Moi qui écris maintenant pour les jeunes ados, et j'écris 10 histoires par an, ça représente déjà un travail fou. Une histoire par semaine, c'est un rythme effréné. Et surtout,
je sais, et je ne sais pas si vous le savez, mon père écrivait en moyenne 5 fois une histoire du petit Nicolas. Il y avait 5 versions avant qu'il soit heureux et content du résultat. Et tout ça à la machine? Tout ça à la machine, dans sa machine mythique, une Royal Keystone avec un clavier américain. Une machine que vous avez conservée et qui a été exposée, je crois, au dernier festival d'Angoulême. Absolument, et qui est chez moi. Et c'est une machine increvable? C'est une machine increvable, je me souviens très bien, on habitait à la Muette, il descendait, il y avait une petite papeterie, il allait acheter son ruban, un ruban rouge, un ruban noir. Je me souviens très bien de ça. Mais qui peut comprendre aujourd'hui, dans nos auditeurs, cette histoire de ruban de machine à écrire? Et le bruit de la machine à écrire. Oui, et qui a bercé vos très jeunes années. Oui, moi quand je rentrais de l'école et qu'il y avait le bruit de cette machine à écrire qui s'arrêtait jamais, puis il tapait avec 2 doigts uniquement, mais il tapait très très vite, je savais qu'il fallait pas que je m'approche du bureau. Mais il tapait très très vite et il refaisait tout ensuite, c'est pas comme l'ordinateur. Non, bien sûr, il n'y avait pas de traitement de texte. Un jour, je suis rentrée de l'école et on m'avait acheté un pain au chocolat et j'entendais qu'il était là, je suis rentrée dans son bureau avec mon pain au chocolat et avant même de me dire bonjour, il m'a dit: ici, ce n'est pas l'annexe de la salle à manger. Je sais pas, je devais avoir 6 ans, je savais pas ce que voulait dire annexe. J'ai compris qu'il fallait juste partir très vite. Vous êtes parti et il a continué à écrire. Et il a continué à écrire Le Petit Nicolas et d'autres choses. On va en parler à travers une autre date importante, le 5 mars 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Goscinny pour parler du Petit Nicolas, de Sampé et de Goscinny. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Goscinny. Nous parlons du Petit Nicolas. Alors il y a le film le 12 octobre, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Il y a le roman du film chez Imave. Et chez Imave aussi, il y a le magnifique livre d'Aymar du Châtenay, La grande histoire du Petit Nicolas. Et puis d'autres choses dont on va parler. Alors pour l'instant, on revient au Petit Nicolas au 5 mars 2009, car c'est un événement, sortent les inédits du Petit Nicolas que personne ne connaissait et que vous avez retrouvé dans les archives familiales, Anne Goscinny. Oui, effectivement, dans mes archives, il y a tous les manuscrits de mon père et tous les journaux pour lesquels il a collaboré. Et on se rend compte avec mon mari, Aymar du Châtenay, qu'il y a beaucoup d'histoires qui n'ont été publiées que dans des journaux et jamais en album. Et on se dit, pourquoi ne pas essayer de publier ces histoires-là en album. Et effectivement, on publie le premier volume des inédits. Mais pour moi, c'est avant 2009. La sortie moi 2009, j'ai la sortie du Ballon et autres histoires d'inédits. Oui, c'est le dernier, effectivement. Voilà. Mais le premier, je crois que c'est 2004. Oui. Ensuite, on publie le deuxième volume et puis finalement le Ballon. Et Sampé était comme un gosse. Quand il a redécouvert ses textes qu'il avait oubliés parce qu'il a fait tellement de choses, qu'il a redécouvert ses dessins, il était comme un fou. On avait l'impression que mon père était revenu déjeuner avec lui. Oui, car ils déjeunaient souvent ensemble tous les deux. Ah oui, ils étaient très amis, oui. Et je crois même d'ailleurs, mais là c'était avant l'exparition de René Goscinny, ils envisageaient une reprise du Petit Nicolas. Effectivement, très peu de temps, une dizaine de jours avant la mort de mon père, ils se sont vus, ils ont déjeuné ensemble et mon père lui a dit: et si on reprenait le Petit Nicolas et qu'on le mettait dans une école mixte? Oui. Et ça aurait été formidable. Et puis voilà, et puis la vie, on a décidé autrement. Mais Jean-Jacques aimait beaucoup mon père. Alors le Petit Nicolas, le retour des années après, c'est un triomphe que vous n'attendiez pas, Anne Goscinny. Non, je l'attendais pas, je l'espérais pas. Et bizarrement, c'est paradoxal, j'ai pas été surprise parce que ce petit garçon, cet éternel écolier, finalement, véhicule des valeurs qui vont bien au-delà de ce qui est artificiel, c'est-à-dire dans le Petit Nicolas, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'écran, à part une télévision qui ne va pas marcher longtemps d'ailleurs. Et les enfants continuent à se reconnaître dans ce monde qui finalement leur parle assez peu. Oui, et un monde qui est celui des années 50-60, où on était heureux. Oui, on était heureux, mais c'est un univers qui véhicule des valeurs qui ont quand même toujours cours, et heureusement aujourd'hui. La camaraderie, l'amitié, l'amour qu'on a pour ses parents, la tendresse ou le sentiment un tout petit peu amoureux qu'on peut avoir pour sa maîtresse, son institutrice ou son instituteur. Enfin, tout ça est encore vrai aujourd'hui. Il y a peut-être un peu moins le platane au milieu de la cour de récréation, mais les enfants finalement passent sur ce qui est secondaire, c'est-à-dire les détails technologiques. Oui, c'est rassurant d'ailleurs de voir que le Petit Nicolas peut toucher les enfants aujourd'hui, Anne Goscinny.
Oui, c'est très rassurant, vous avez raison. Et c'est très vrai, ça continue à être vrai. Le petit Nicolas est extrêmement populaire. Oui, alors curieusement au départ, un premier album sort chez De Noël et ce n'est pas un succès. Non, ça va devenir un succès grâce à Lecture pour tous. Oui, et donc voici le générique. Alors, Lecture pour tous, c'est la première émission littéraire à la télévision en noir et blanc. C'est Pierre Dumayet qui la présente avec sa pipe aux lèvres, ce qu'on peut pas imaginer. Et là, il y a une anecdote, un jour, Jules Romain vient et il est persuadé que Lecture pour tous, car il n'a pas vu l'émission, il n'a pas la télé, il faut lire des textes. Et il a passé son émission à lire des textes. Ça a dû être sympa. Ah, oui, Pierre Dumayet, Les hommes de bonne volonté, 27 volumes. Voilà. Et donc, il se trouve donc que le livre ne marche pas. Il est sorti, je crois, parce que une assistante, la femme de l'éditeur, avait repéré le petit Nicolas dans Sud-Ouest ou dans Pilote. C'est la femme d'Amouroux. Voilà. Absolument. Et donc, le petit album sort, ça marche pas, et puis ils passent tous les deux à Lecture pour tous. Et là, ça explose. Parce qu'ils ont été très bons, ça donnait... Parce qu'ils ont été très bons, parce que mon père était ce qu'on appelle dans votre jargon, à vous les journalistes, un très bon client. Oui. Et il a fait marrer tout le monde, et Sampé a été excellent aussi, et l'aventure a démarré comme ça. Voilà. Et il y a eu plusieurs albums, et dans ces albums, on remarque combien Goscinny, mais aussi Sampé, ont mis beaucoup d'eux-mêmes, Anne Goscinny. Oui, alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai l'impression, quand je lis les aventures du petit Nicolas, que mon père me raconte un peu son enfance. Tout ce qui est le sport, le foot, les colonies de vacances, Sampé racontait beaucoup à mon père ces expériences-là. Mon père, je vous l'apprends pas, n'était pas un grand sportif, n'avait pas d'expérience de colonie de vacances, mais il a mis beaucoup de lui, et c'est vrai que quand je vois le lien très tendre que ce petit garçon a avec ses parents, je peux pas m'empêcher de me dire qu'à Buenos Aires, ça se passait un peu comme ça dans leur famille. Alors que Sampé, lui, avait eu, je crois, une enfance très difficile. Une enfance très difficile, une avec enfance maltraitée. Oui. Non, aujourd'hui, on parle de maltraitance, on n'en parlait pas à l'époque. Non, on n'en parlait pas, c'était... peut-être c'était tabou, ou je sais pas, mais effectivement, c'est très intéressant d'ailleurs de voir que ces deux hommes, dont l'un a une enfance très difficile et l'autre une fin d'adolescence épouvantable, puisque le père de mon père est mort quand mon père avait 17 ans, exactement au moment où le reste de la famille restait en Europe, se faisait assassiner légalement. Finalement, ces deux hommes, l'un à l'enfance maltraitée, l'autre à l'adolescence amputée, ont créé une enfance rêvée avec ce personnage. Et ce qui est étonnant, Anne Goscinny, vous racontez René Goscinny comme il n'a jamais voulu se raconter. Lorsqu'on l'interviewait, et je l'ai interviewé plusieurs fois, il y avait toujours un bon mot, un sourire, un côté positif. Le reste, on n'en parlait jamais. Non, mon père est né en 1926. Et c'était une génération, on n'avait pas envie de se souvenir. Il fallait avancer parce que la survie dépendait presque de l'oubli. La mémoire ne peut revenir qu'une fois que l'histoire a été digérée. C'est ce qui se passe pour la guerre 39-45, où nos parents n'en parlaient pas, mais aujourd'hui ça rentre dans l'histoire. Oui. Alors, il se trouve que ce qui marche aussi avec le petit Nicolas, et depuis le temps de l'école, et moi je me souviens à l'école, on parlait déjà des copains et du bouillon, le surveillant. Oui, le bouillon, qui s'appelle le bouillon parce qu'il dit « regardez-moi bien dans les yeux » et que dans le bouillon, il y a des yeux. Mais je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui peuvent encore comprendre. Est-ce que les mamans font encore du pot-au-feu ? Je sais pas, moi ça me fait marrer. Mais je pense que ça continue à faire marrer les enfants, même s'ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils demandent des explications à leurs parents. Il faut bien qu'ils apprennent quelque chose. Mais en même temps, tous ces personnages, c'est une galerie, Agnan, Alceste... Oui, c'est là le génie de mon père. C'est que ce prénom Nicolas, on a dit tout à l'heure comment il était venu au monde, mais le génie de mon père, c'est d'avoir finalement nommé les autres personnages de prénoms improbables, Agnan, Eudes, Rufus, Clotaire, Alceste, Geoffroy, de prénoms improbables, pour que finalement le seul normal, entre guillemets, de la bande soit Nicolas, qui est à lui-même tous les enfants. Quand on dissèque cette œuvre d'un point de vue narratif, on se rend compte de ça. Nicolas n'est jamais caractérisé. Nicolas, c'est le narrateur, il n'est jamais caractérisé. Les autres, oui. Et alors, il y a aussi, ce qui est rare, c'est la fille à l'école, Marie-Edwige, car à l'époque, les petites filles à l'école, on n'en parlait pas, Anne Goscinny. Alors, dans ce petit Nicolas, il y a deux filles, il y a Louisette et Marie-Edwige.
Et Marie-Edwige, c'est la fille de monsieur et madame Courteplaque, qui sont les voisins des parents de Nicolas. Et Nicolas, il est quand même un peu amoureux de Marie-Edwige, parce qu'elle a des grands yeux bleus et qu'elle fait tout un tas de trucs avec ses paupières. Je faisais d'ailleurs ça très bien, moi aussi, avec mon père. Et Louisette, qui est une autre petite fille, elle a un shoot terrible. Et Nicolas pense que peut-être plus tard, ils vont se marier. Voilà. Et lui, il rêve d'ailleurs d'être pilote d'avion. Oui, pilote d'avion, oui. Mais ce sont les rêves de tous les enfants de l'époque, finalement. Et il rêve aussi de voyager très loin, en Chine ou à Arcachon. C'est logique. Alors, je trouve ça merveilleux, moi. Je me lasse pas. Oh non, on peut pas se lasser. On les relit 10 fois et on les fait lire à nos enfants et petits-enfants. Alors, il y a aussi un album qui compte, parce que je crois que Sampé parlait beaucoup des colonies de vacances et qu'un jour, ça donnait l'idée à Goscinny de faire les vacances du petit Nicolas. Oui, c'est vrai. Et mon père, lui, passait ses vacances en Europe. Il rentrait en bateau d'Argentine pour retrouver sa famille. Mais c'est vrai que les colonies de vacances, il n'en avait pas l'expérience. Donc son copain Jean-Jacques lui racontait et mon père écrivait. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une soirée dans ces colonies de vacances où on raconte une histoire qui va servir de base à un autre succès de Goscinny. Absolument. Alors là, vos auditeurs vont peut-être découvrir cette anecdote. Isnogoud, le célèbre personnage qui veut être calife à la place du calife, est né dans le petit Nicolas, parce que le moniteur de colonie de vacances, pour calmer les enfants au moment de la sieste, leur raconte une histoire, et c'est l'histoire d'un méchant vizir qui veut être calife à la place du calife. Peu de gens savent que Isnogoud est né dans le petit Nicolas. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a pensé René Goscinny quand il a créé l'histoire avec Jean Tabary. Oui, forcément, il s'est dit, mais ça, voilà, on va revisiter ensemble les contes des Mille et une nuits. C'est merveilleux, ça aussi. Mais il avait commencé avec Aladdin aux États-Unis. Il avait commencé à travailler sur une nouvelle version d'Aladdin. Oui, mais alors Isnogoud a quelque chose de très particulier. Mon père se défoulait pour les calembours. Je pense que Isnogoud n'était que prétexte à calembour. Et d'ailleurs, il disait, moi, je lâche une page que quand il n'y a plus de calembour possible. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher d'en citer un qui m'a réjoui la première fois que je l'ai compris. C'est un personnage qui est cantonnier et qui s'appelle Bête, c'est pour la vie, parce que cantonnier bête, c'est pour la vie. Il faut oser le faire. Là aussi, c'est très Pierre Dac. Hein. Et complètement, et c'est un humour loufoque qu'on apprécie tous. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des expressions populaires que René Goscinny a lancées qui sont entrées dans le langage courant. Il veut être calife à la place du calife. Tout le monde le dit aujourd'hui sans savoir que c'est Isnogoud. Mais moi, j'écoute beaucoup la radio et je crois qu'il se passe quasiment pas une journée sans qu'on entende « il a peur que le ciel lui tombe sur la tête ». Il est tombé dedans quand il était petit, notamment les hommes politiques. Et alors, quand il y a une élection présidentielle, vouloir être calife à la place du calife, c'est à toutes les sauces. Hein. Et ça concerne tout le monde. Et personne ne sait forcément que ça vient de René Goscinny. Non. On parle de Goscinny sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Et puis, il y a Pilote. Parce que moi, j'ai lu les premiers numéros de Pilote. Il y avait le petit Nicolas. Et je ne connaissais pas Sud-Ouest Dimanche. C'était une redécouverte. Ah oui, c'est merveilleux Sud-Ouest Dimanche. Mais en même temps, le pilote, ça a été une invention. On peut dire aujourd'hui que Goscinny et Jean-Michel Charlier ont sauvé Pilote, qui au départ devait être un Paris Match des jeunes. Et c'est parce que Goscinny et Charlier s'en sont mêlés que c'est devenu le journal mythique. Oui, le journal mythique avec Uderzo. Et puis c'est un journal qui a été une espèce de laboratoire où mon père a donné la parole à des créateurs dont il ne comprenait rien à l'univers. Je pense par exemple à Druyer, enfin ce personnage fou haut en couleur qui faisait de la science-fiction. Mon père savait qu'il était génial, mais il ne savait pas très bien comment ni pourquoi. Et puis, il a découvert Gottlieb aussi. Bien sûr, Gottlieb avec lequel il fait les dingos dossiers, puis ça deviendra rubrique à braque. Gottlieb avait pour mon père une espèce d'amour filial. Et puis, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Moi, je me souviens de René Goscinny marchant de long en large quand il ne trouvait pas une idée. Et là, c'était terrible. Il avait dit « je suis fini ». Ouais, et ça, c'est un souvenir aussi quand j'étais toute petite. Je rentre de l'école un jour et je vois mon père, j'avais moins de 7 ans. Je devais avoir 7 ans. Je devais être, à l'époque, on disait en 11e ou en 10e. Et je vois mon père marchand de long en large dans l'appartement et j'étais hyper contente parce que je lui dis puisque tu fais rien, tu vas pouvoir jouer avec moi. Et très sérieusement, et quand il était sérieux, on n'avait pas envie de le contredire, croyez-moi, très sérieusement, il m'a répondu « je ne fais pas rien, je cherche une idée ». Et tout d'un coup, son métier s'est matérialisé à ce moment-là. Il cherchait une idée. Et le lendemain à l'école, j'ai dit aux copains « j'ai compris ce que fait mon père dans la vie, il cherche des idées ». Alors que les copains savaient bien avant moi ce que faisait mon père dans la vie. Et il y a une chose, et d'ailleurs c'est dans le livre d'Aymar du Châtenay, Nicolas est démodé, c'est pour ça qu'il est encore là. Oui, oui, absolument, puisque Nicolas, ce petit Nicolas n'est pas soumis au diktat de la technologie, ce dont on parlait tout à l'heure.
Et les valeurs véhiculées sont éternelles. Toujours il y aura des écoles, j'espère, et toujours il y aura des copains pour jouer au foot, aux billes ou à autre chose. Et le petit Nicolas est encore là. On en parle avec une autre date, le 12 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Anne Goscinny. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Goscinny. On parle du petit Nicolas, on a parlé de Sampé et Goscinny qui ont écrit 222 histoires du petit Nicolas. Oui. Et puis le 12 octobre, c'est un film qui sort, un film dont le titre est celui d'une chanson. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Chanson ultra connue de Ray Ventura pour l'opérette Normandie, écrite par Paul Misraki et André Ornez. Et je sais, pour avoir connu Paul Misraki, qu'il était très ami avec Jean-Jacques Sampé. Donc, en fait, on a bouclé une boucle. Parce que quand j'ai coécrit ce film avec le grand scénariste Michel Fessler, instinctivement, j'avais jamais écrit de film, je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'il y ait un moment, une sorte de climax, et il faut que ce soit de la musique. Sampé était un fou de jazz, et je voudrais remettre à l'honneur Ray Ventura et ses collégiens, et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Je voulais que ce soit le milieu du film. Je voulais que tout converge vers qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Alors ce film, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, c'est un dessin animé, premier dessin animé pour le cinéma du petit Nicolas, et vous en avez coécrit le scénario. C'est quand même une première pour vous, Anne Goscinny. Oui, c'est une première, et j'espère pas une dernière si jamais les producteurs nous écoutent. J'ai coécrit le scénario donc avec Michel Fessler, et c'est vrai qu'on a fait quelque chose de très étonnant. L'idée de départ était de mêler des archives et de l'animation pour raconter Mon père et Sampé et le petit Nicolas. Et puis très vite, on s'est dit on va tout faire en animation. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais en train d'animer mon père, de faire de mon père un personnage, de le faire passer du statut de personne à personnage. Et dans ce film, on raconte l'histoire du petit Nicolas, sa genèse, comment il est né, pourquoi il est né, en racontant l'histoire des auteurs. Mais surtout, il y a dans ce film et dans le livre, le roman du film qui est sorti chez Imave, il y a l'esprit petit Nicolas que vous avez, Anne Goscinny. Ce n'est pas évident, c'est pas votre père, c'est vous, mais c'est oui, autre alors chose. J'ai donc coécrit le film, et puis comme le film est vraiment une merveille, on m'a dit, et pourquoi tu n'écrirais pas le roman du film? Et là, je me suis dit, oh là là les gars, là on passe quand même dans une autre sphère. Et puis très vite, je me suis mise dans la peau du petit Nicolas, et le livre commence par quelque chose comme moi, en plus d'avoir des parents, j'ai des auteurs. Voilà. Et j'ai écrit à la place du petit Nicolas. Et ce dont je suis très fière dans ce livre, c'est que j'ai écrit une biographie de mon père et une biographie de Sampé. C'est le petit Nicolas qui écrit. Oui, mais il faut le faire quand même. C'était un pari pas évident. Et quand on le lit, on s'aperçoit, on dirait du Goscinny. Vous me faites très plaisir. Oui, il faut le faire, et il faut mettre en veilleuse tous les complexes. Et tout ce qui a pu m'empêcher d'être cette romancière-là, il faut tout mettre en veilleuse, et puis essayer. Et puis au pire, c'était pas bien et je le sortais pas de mon ordinateur. Mais ça a pris des semaines pour écrire tout ça, ce roman. C'était un travail. Le film, on a mis quasiment 5 ans à l'écrire. C'est très long. Et une fois que j'avais le scénario définitif du film, je suis comme vous, Jacques, je suis une rapide. Voilà. Alors, il se trouve que ce film est passé à Cannes. Oui, il a été en sélection officielle à Cannes, mais au-delà de ça, il a récolté à Annecy le Cristal, ce qui est l'équivalent, les gens ne le savent pas forcément, de la Palme d'Or, parce que Annecy est le festival international du film d'animation. Il y a plus de 110 pays qui concourent, donc avec des films en lice énormément. Et avec des films coréens très pointus, japonais, etc. Et c'est notre petit Nicolas qui a eu la récompense suprême. Alors, il y a quand même des expressions dans ce livre que vous employez, qu'on emploie. C'est chouette, vous l'avez toujours dit, Anne Goscinny. Oui, parce que chez moi, on disait c'est chouette. Voilà, et c'est venu dans le petit Nicolas tout à fait naturellement. Oui. Alors, il y a les copains, Comment est venue l'idée d'écrire un film dont les héros seraient les créateurs? On avait envie de répondre à une question qui est pourquoi? Pourquoi le petit Nicolas? Alors c'est une question très large et en même temps très pointue. Et je me suis dit, on va raconter le petit Nicolas
on va raconter l'histoire de la vie des auteurs et en creux, le petit Nicolas se dessinera un peu comme quand on fait une empreinte sur de l'argile et qu'après on fait un moulage. Finalement, le petit Nicolas n'est que le moulage de la vie des auteurs. Par exemple, pour illustrer un peu ce propos qui peut paraître un peu abscon, la grand-mère du petit Nicolas, je vous l'apprends pas, est omniprésente, la fameuse Mémé. Et pourquoi elle est aussi présente? On s'est imaginé qu'elle était aussi présente pour que mon père compense l'absence de la sienne, qui était restée en Europe alors que lui-même vivait une enfance argentine. On a fonctionné comme ça. Et vous avez poursuivi donc la tradition familiale. C'est une sorte de relève. C'est une sorte de... J'ai envie que relève s'arrête aux 2 premières syllabes, de relais plutôt. Alors, il fallait encore trouver des voix, et Alain Chabat, dans la voix de René Goscinny, pour vous, s'est imposé, Anne Goscinny. Oui, Alain s'est imposé, et je lui ai téléphoné un vendredi, et je lui ai dit, écoute, j'ai une proposition malhonnête à te faire, est-ce que tu voudrais doubler mon père dans un long métrage d'animation qui va sortir? Il m'a dit tout de suite, je n'ai pas la voix de ton père. Je lui ai dit, mais je te demande pas d'imiter mon père. Tu as mieux que sa voix, tu as son esprit, tu es un de ses héritiers spirituels. Qui mieux que toi peut incarner mon père? Qui mieux que toi peut doubler mon père? Ce mot doubler est intéressant à entendre. Et il m'a dit, laisse-moi le week-end pour réfléchir. Le week-end m'a paru très, 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 très long. J'imagine comme quand on demande quelqu'un en mariage et qu'il réfléchit. Et le lundi, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, oui, mais est-ce que je serai à la hauteur? Bon, on s'est marré. Et donc, j'ai évidemment assisté au mixage. Et là, il a rencontré Laurent Lafitte, qui double Jean-Jacques Sampé. Ils se connaissaient pas. Et ils sont devenus très copains. Et ça m'a fait drôlement plaisir. Parce que finalement, on a raconté une histoire d'amitié. Les 2 personnages doublant mon père et Sampé sont devenus très copains aujourd'hui. Et l'amitié n'en finit pas. Et Jean-Jacques Sampé, bien sûr, a donné son feu vert à ce projet, Anne Bien Goscinny. sûr, Jean-Jacques a vu beaucoup de séquences du film. Il était très diminué à la fin, évidemment. Mais il est mort le 11 août dernier en ayant vu une grande partie du film. Et il a été très ému. J'ai assisté moi-même à certaines séquences avec lui. Et j'ai vu son émotion. Vous savez, l'émotion, parfois, elle ne se dit pas, elle se voit simplement. Moi, je suis sûr que René Goscinny aurait adoré ce film parce que finalement, le cinéma, c'était sa vie. Moi, je me souviens d'un jour où, jeune journaliste, il m'a fait venir en avant-première dans ses bureaux, je crois que c'était rue Galvani, dans le 17e, et il m'a fait visiter le studio qu'il était en train de créer. Il avait les yeux d'un enfant. Ah oui, les studios Idéfix sont les premiers studios de dessin animé français. Et effectivement, il disait, et moi ça me fascinait parce que j'étais toute petite, il disait c'est ma danseuse. Et moi j'entendais danseuse et j'imaginais une danseuse et je voyais pas le rapport entre des studios d'animation et une danseuse. Mais effectivement, ça a été son grand et ultime plaisir, ces studios Idéfix. Et s'il avait vécu, je pense qu'il aurait fait beaucoup, beaucoup de cinéma. Son dernier film avec les studios Idéfix, c'est La Balade des Dalton. Et il y a une anecdote que peu de gens connaissent. Dans La Balade des Dalton, il double le cheval Jolly Jumper. Il hennit. C'est assez joli. Oui. Alors, il y a cette grande histoire du petit Nicolas qui a écrite Émard du Châtenay avec des archives incroyables. Il a fait un travail remarquable parce que il a fallu aller à la recherche de ces archives, les mettre en perspective, les mettre en regard les unes des autres. Il a construit ce livre comme le générique d'Amicalement Vôtre. C'est-à-dire que les 2 enfances se répondent, les 2 adolescences, les 2 jeunesses. Et il a exhumé des lettres, des archives que personne ne connaît encore, etc. Le travail de la maquette est très très important et il a porté ce livre avec une force, une conviction et un talent qui m'émeuvent beaucoup. Et je suis très fière d'être sa femme. Et moi, je suis très fier de votre carrière, Anne Goscinny, parce que je me souviens de ses premiers romans qui sortaient. Bon, c'était Anne Goscinny, oui. Bon, il y avait un succès d'estime. Mais depuis quelques années, avec Romance et aujourd'hui avec Lucrèce, bah, ça a explosé. Oui, alors Le Monde de Lucrèce, c'est vrai que j'ai créé ce petit personnage avec la dessinatrice Catel, qui m'a dit, mais t'es beaucoup plus drôle que dans tes livres, il faudrait qu'on fasse ensemble quelque chose de drôle. Et je lui ai tout de suite dit, bah non, bien sûr que non. Et puis 10 jours après, elle avait dans sa boîte mail 3 histoires. Voilà. J'adore le proverbe qui dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ça me permet d'être complètement versatile.
Et puis, on a proposé un volume à Gallimard qui a tout de suite dit « j'en veux 3 ». Et là, je suis en train d'écrire le 8e. C'est un travail immense. Ça aussi, c'est un nouveau métier pour vous, Anne Goscinny. Oui, c'est un nouveau métier, mais c'est surtout la meilleure école de l'écriture. Je trouve que tous les écrivains devraient écrire un jour ou l'autre pour les enfants, parce que c'est une école d'écriture extrêmement exigeante. C'est-à-dire que les enfants, il faut jamais leur lâcher la main. Il faut pas faire d'ellipse. Il faut décrire les choses, il faut dialoguer, il faut faire rire, il faut émouvoir, il faut qu'ils puissent se reconnaître. Enfin, c'est épuisant. Le monde de Lucrèce, c'est totalement absurde. Oui. Et comment est venue l'idée, Anne Goscinny, pourquoi d'abord Lucrèce, c'est pas un prénom courant? Alors Lucrèce... Là aussi, c'est un peu Goscinny. Oui, alors en fait, j'ai fait l'inverse de mon père qui avec Sampé, ils ont donné à Nicolas un prénom assez banal et aux copains des prénoms fous. Moi, j'ai eu envie d'appeler ce petit personnage Lucrèce, puisque quand j'ai attendu ma fille Salomé, mon mari m'a dit « j'adorerais qu'on l'appelle Lucrèce ». Je lui ai dit « t'es pas un peu fou, non ?» Et sûrement pas, mais je lui ai promis, je lui ai dit « un jour, je te ferai une petite Lucrèce ». Ben voilà, promesse tenue, elle est faite. Et il se trouve que Catel a écrit des scénarios pour Un gars, une fille, ce qu'on sait peu. Oui. Elle a écrit aussi des albums sur Piaf, mais sur Mireille Balin, une comédienne que tout le monde a oubliée, qui a eu quelques soucis pendant la guerre. Et ça a été vraiment une naissance d'amitié entre vous deux. Oui, au moment où elle écrit, on fait ensemble le roman des Goscinny. Elle fait cette biographie graphique remarquable sur l'histoire de ma famille et de mon père. Là, on passe beaucoup de temps ensemble, on conçoit ce livre ensemble, à deux, etc. Et on devient très amis. Et quand deux créatrices se rencontrent, qu'est-ce qu'elles font ? Un petit personnage. Voilà. Vous ne pensiez pas que vous en feriez 8, 10 volumes Non, non, là j'ai signé pour 9 volumes et on a dépassé les 250 000 exemplaires. C'est-à-dire que quand j'arrive chez Gallimard Jeunesse, on me dit « Ah oui, toi les sushis que tu préfères, c'est ceux au saumon. Hein. » Oui, c'est ça. Là je me dis « C'est la gloire. » Mais c'est extraordinaire. Alors, il se trouve aussi qu'on vous a comparé, certains critiques, à Marcel Aimé. Oui, pour Romance. Effectivement, mon dernier roman paru chez Grasset en mai dernier a un côté un peu Marcel Aimé, pour lequel j'ai une très 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 grande admiration. Et c'est vrai que c'est une sorte d'hommage à Marcel Aimé. Et Marcel Aimé qui a écrit Les Contes du Chat Perché. Oui. Et quand ils ont fait l'intégrale dans la Pléiade, ils ont mis 2 contes qui n'étaient pas de lui, qui étaient totalement faux, qui étaient des parodies faites par quelqu'un, et c'était sur le bureau de Marcel Aimé. Et j'ai sorti l'histoire dans le Figaro, mais j'ai droit à des insultes, car c'était la vérité. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup les contes de Marcel Aimé. Ce sont des chefs-d'œuvre. Alors, et pardon, je cite Pierre Tchernia, puisqu'il a adapté pour la télévision quelques contes de Marcel Aimé. Et ça, on le sait peu, et je trouve que les patrons de chaîne devraient rediffuser ces téléfilms. Oui, souvent avec Michel Serrault d'ailleurs. Oui, et il y a Le Viager qui est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Le Viager, écrit par mon père, réalisé par Tchernia, qui est un chef-d'œuvre absolu. On me demande tout le temps de faire des remakes et je résiste et je résiste. Mais il faut résister. En plus, c'était Jeanne Calment avant la lettre, Michel Serrault. Ah oui, il enterre tout le monde. J'adore cette histoire. Ah, mais ça aussi, ça a montré que René Goscinny était un scénariste. Et Tchernia et Goscinny, c'était vraiment aussi une grande complicité. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai eu un coup de fil qui vous aurait beaucoup plu, à vous comme à Pierre Dac, d'un spécialiste du viager, un agent immobilier, me demandant s'il pouvait se servir de l'affiche du film pour faire de la publicité pour son entreprise. Je pensais que c'était un gag, mais pas du tout. Le type était sérieux. Je dis, mais vous avez vu le film? Non, mais j'ai vu le titre. Je dis, voyez le film avant de faire de la pub. Alors bon, vous n'arrêtez pas maintenant, mais l'avenir maintenant, Anne Goscinny, parce qu'il y a les livres, il y a le scénario, il y a Lucrèce. Il manque une pièce de théâtre avec votre esprit. Oui, j'en ai d'ailleurs, j'en ai une sur le feu et je cherche activement un producteur, mais j'ai plein de choses en tête. D'abord, je voudrais réécrire un roman, et puis j'ai ce volume 8 à écrire, et puis des scénarios. J'ai envie d'adapter un de mes romans. J'ai envie de plein de choses, sauf de prendre des vacances. Oui, bah vous avez bien raison. La vie est trop courte pour partir en vacances. Exactement. Eh ben, en tout cas, la vie est trop courte pour manquer ce petit Nicolas. Donc, le film, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, le roman du film que vous avez écrit chez Imave Éditions, et ce merveilleux Grande histoire du petit Nicolas de Aymar du Châtenay chez Imave Éditions aussi. Absolument, c'est complet. Voilà, c'est complet pour l'instant. Vous reviendrez parce que vous aurez d'autres choses à dire. J'espère. Merci Anne Goscinny. Merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.